les Esséniens, cet enseignement, s'est-il perdu ou bien il y a quelqu'un qui l'a transmise? C'est un enseignement qui a semblé se perdre après les Esséniens. La durée de vie des Esséniens en tant que communauté était relativement courte, peut-être 2 siècles et demi, c'est difficile à dire. Néanmoins, leur connaissance a survécu, je dirais, souterrainement. À ma connaissance, il n'y a pas eu de peuple qui a hérité directement de leur savoir-faire dans ce domaine-là. Mais lorsqu'une connaissance est, je veux dire, fait partie du patrimoine, ne serait-ce qu'inconscient de l'humanité, elle ne peut pas se perdre. À un moment donné, il faut qu'elle ressurgisse d'une façon ou d'une autre. Alors, des morceaux, des bribes de cette connaissance ont été véhiculés de façon orale dans certaines écoles initiatiques, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu une école initiatique connue, disons, qui s'est révélée, qui a été capable de proposer d'emblée ce corpus de soins, cette façon de travailler. Bon, la vie, le destin ont voulu que, bon, ce soit moi, je dis ça très humblement, qui en fait pu, à notre époque, ici, rassembler cet ensemble de données. Je ne pensais pas du tout d'ailleurs être destiné à ce genre de choses, parce que quand j'ai revécu cette vie dans le corps de Simon l'Essénien, bon, l'aspect thérapeutique était extrêmement présent, j'avais redécouvert un certain nombre de façons de faire, j'ai commencé à retransmettre tout de suite, mais je n'avais pas imaginé à l'époque que ça allait prendre une telle dimension. Puis ensuite, ce complément d'informations qui m'a été donné par, je dirais, mes guides de lumière, et d'autres investigations dans les annales akashiques font que ça ressurgit maintenant avec force aujourd'hui. Et d'une façon extraordinaire, eh bien, mon épouse, Marie-Joanne, de son côté, intuitivement et par ses propres percées également dans les annales akashiques, puisqu'elle a cette capacité également de plonger dans le passé, eh bien, elle s'est retrouvée également elle-même avec des connaissances allant dans ce domaine. Alors il est évident que quand on s'est retrouvés, on était sur un terrain commun vraiment exceptionnel, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble dans cette direction. Et aussi, il faut le dire, parce qu'un certain nombre de choses s'étaient répandues par différents biais qui, à notre avis, prenaient une direction qui n'était pas forcément, à notre avis, conforme à la force des connaissances initiales, des pratiques initiales. C'est toujours la même chose, hein, quand il peut y avoir une dilution des connaissances, où ces connaissances ne peuvent être données que de façon tronquée. Il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit, mais je crois qu'à un moment donné aussi, on a été, je dirais, appelé pour dire, bon, il faut faire plus que peut-être ce qui se dit et se fait déjà, parce que, enfin, ça nous a semblé qu'il était important d'apporter notre quote-part à cette connaissance, à ce corpus. Alors, autant pour les Esséniens comme pour les Égyptiens, est-ce que tout le monde pouvait accéder à ces enseignements, ou bien devait-il se soumettre à certaines épreuves, et quel était le parcours pour devenir des thérapeutes? Il est certain que tout le monde n'était pas, à l'époque, soit des Esséniens, soit des Égyptiens, tout le monde n'était pas habilité à pouvoir devenir thérapeute. Chez les Égyptiens, eh bien, on pouvait devenir thérapeute et accéder même à de très hautes fonctions à quelques niveaux de la société, même si on était issu d'une classe extrêmement pauvre. C'était la valeur de l'individu qui lui permettait de se faire remarquer. Par exemple, je commence au niveau des Égyptiens, puisque c'est beaucoup plus vieux dans le temps. Si quelqu'un étant issu du peuple montrait des capacités naturelles et spontanées de soins, parce que quelquefois on le remarque soi-même, que le fait de poser les mains sur une blessure ou sur quelqu'un de souffrant, il y a un effet. Alors, les Égyptiens savaient très bien que s'ils sentaient un don en eux-mêmes, ils pouvaient aller voir un prêtre
Et ce prêtre comment dire, le questionnait, voyait ce qu'il avait dans le cœur, dans l'âme, et ensuite l'orientait éventuellement vers quelqu'un de plus compétent que lui. Et ainsi il était introduit, si on estimait que son âme était suffisamment belle et qu'il semblait avoir aussi des qualités humaines fondamentales et des qualités aussi de... Il y a un minimum d'intelligence, hein, bien sûr, pour faire tout ce travail. Il avait la possibilité, quelle que soit sa classe sociale, d'accéder à un enseignement de ce type. Mais il y avait des... Je ne pourrais pas dire qu'il y avait dans les premiers temps une sélection à partir d'épreuves. Au niveau des thérapies, on ne pouvait pas parler d'épreuves. Dans certaines pratiques ritueliques, oui, il y avait chez les Égyptiens des épreuves. Mais dans les thérapies, les véritables épreuves étaient beaucoup plus des épreuves humaines que l'on rencontrait à un moment donné des études. Des épreuves qui avaient trait aux manifestations de l'ego, en quelque sorte. Quelqu'un dont l'ego est beaucoup trop développé et qui cherche, même d'une façon extrêmement déguisée, le pouvoir sur autrui, à un moment donné se dénonce lui-même dans sa façon de faire. Donc il y a une forme d'élimination, je dirais, naturelle dans le parcours qui mène aux thérapies. Chez les Esséniens, c'était un petit peu la même chose. Je veux dire qu'il y avait des enfants dans les villages qui étaient remarqués par les aînés des villages, et ceux-là, ça a été mon cas en tant que Simon à l'époque, étaient pris dans le village, étaient soustraits à leur famille, c'était même pas est-ce que tu veux, c'était toi, tu sembles... voilà, il y avait aussi un peu de clairvoyance de la part des aînés des villages. Toi, il semble que toi tu vas aller faire tes études là-bas parce que... Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour le Simon que j'ai été, et à l'âge de 7 ans, comme quelques autres, je me suis retrouvé dans les murs de ce monastère anciennement égyptien, du mont Carmel, le Carmel. Et puis là, eh bien, là, évidemment, il y a eu des épreuves. Mais ce n'était pas des épreuves, ça pouvait être des épreuves, comment dire, dans lesquelles le physique entrait un peu en ligne de compte, mais c'était surtout des épreuves qui je veux dire, qui créent une sélection de par en mettant en évidence les qualités de cœur, les qualités de volonté, les qualités d'abnégation de l'élève. Mais encore une fois, c'était surtout au fil du temps que les étudiants ou s'éliminaient d'eux-mêmes, ou alors commettaient une faute suffisamment grosse pour qu'on leur dise « écoute, en réalité, c'est pas ta voie ». Voilà. Il n'y avait pas je dirais, c'était pas quelque chose de méthodique. C'était plutôt les rapports humains, enseignants et élèves, qui faisaient qu'à un moment donné, oui, on aboutissait dans les études, ou on n'aboutissait pas. C'était le rapport humain qui comptait essentiellement. Il y avait je me souviens par exemple, parmi les Esséniens que j'ai fréquentés il y a 2000 ans, il y en avait certains d'entre eux qui étaient extrêmement brillants intellectuellement et qui étaient des thérapeutes, je dirais, modestes. Et puis d'autres, des Esséniens qui étaient très ignorants finalement d'un certain nombre de choses des mondes subtils et qui étaient des thérapeutes nés. Alors, mais les uns comme les autres pouvaient véritablement aller jusqu'au bout de leur processus d'étude et ensuite pratiquer tout simplement si le cœur y était d'un côté comme de l'autre. Donc c'était le rapport humain qui faisait qu'à un moment donné, on sortait de ces études-là en disant, bon ben voilà, j'ai été reconnu par mes maîtres comme étant capable de pratiquer. Mais il n'y avait pas de diplôme, évidemment. Maintenant, on a institué un monde avec des diplômes, mais autrefois, ce n'était pas le diplôme, c'était la réputation de l'être, sur le plan du savoir-faire, au niveau de son âme, qui faisait qu'à un moment donné, eh bien, il y avait la consécration théorique en tant que thérapeute. Croyez-vous qu'on puisse intégrer ces thérapies, cette médecine, avec la médecine actuelle occidentale? Oui, je crois qu'on peut vraiment intégrer cette façon de faire, d'approcher la santé et de travailler la guérison conjointement avec la médecine occidentale. D'ailleurs, moi, nous ne recevrions jamais personne et nous ne formons jamais personne dans une optique différente. À chaque fois que nous traitons quelqu'un, que nous recevons quelqu'un, et qu'il y a du moins une pathologie sérieuse, hein, j'entends une pathologie sérieuse, on demande à ce que la personne soit également suivie par la médecine classique,
dirais, de notre Occident. Ça nous semble important parce que je crois qu'on n'a pas... nous sommes dans un domaine qui est extrêmement, je dirais, subtil. Et on ne veut pas non plus se prendre pour des... D'abord, on n'est pas des médecins, on ne veut pas non plus se prendre pour des êtres omniscients. Je crois que quand on travaille avec la santé, on n'est jamais trop prudent, il faut être extrêmement sérieux. Donc, nous, notre idéal, c'est de travailler en parallèle avec des médecins, avec des thérapeutes qui ont fait des études poussées. Dans notre cycle de formation actuel, d'ailleurs, eh bien, nous avons deux médecins en titre officiel, qui travaillent avec nous et qui sont, on pourrait dire, pratiquement nos meilleurs étudiants. Et ils ne voient absolument pas, depuis le départ, d'antagonisme entre l'approche occidentale de la médecine et cette approche ancestrale, disons, de la santé. Ils s'en sentent, d'après leurs témoignages, nourris de l'intérieur, et ils font, je crois, eux-mêmes un mariage des deux façons de pratiquer qui est bonne pour tous, je crois. C'est bon évidemment d'abord pour le patient, puis eux, c'est bon en tant que médecins d'approcher autre chose, ça leur nourrit l'âme également, et évidemment ils sont poussés vers davantage de compassion encore lorsqu'ils sont face à leurs patients. Nous savons que vous, Marie-Joanne et vous-même, vous êtes en train de donner des cours dans différents pays. Pour les personnes qui peuvent être intéressées avec ces cours en Espagne, que peuvent-ils faire? Pour suivre ces cours en Espagne, eh bien, c'est vrai que Marie-Joanne et moi avons le plaisir d'annoncer au public espagnol, à notre lectorat espagnol, il y a un prochain cycle de formation va être mis en place sur le pays, avec un des meilleurs élèves que nous avons formés jusqu'à présent. Donc ce sera enseigné en espagnol, par quelqu'un qui est d'origine espagnole, et ça commencera, je veux dire, selon la demande, mais il semble qu'il y ait déjà beaucoup de demandes en Espagne pour cela. Donc le plus simple sera d'aller chercher la dernière page du livre « Ainsi soignait-il » où les coordonnées de cet enseignant figurent d'ores et déjà. Donc ça sera tout simple. La seule chose, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de demandes, la seule chose, je crois que ceux qui auront envie de postuler pour suivre ces études qui durent 3 ans, à raison de, certainement en Espagne comme en France, de 2 rencontres de plusieurs jours par an, c'est de se poser des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je veux étudier ces thérapies? Il faut être très honnête avec soi-même. Il faut savoir que ça prend de la volonté, ça prend de la négation, ça demande à travailler beaucoup sur ce qu'on appelle l'ego en général. Est-ce que c'est pour mon développement personnel? Est-ce que c'est pour... Parce que ça se peut aussi, quelquefois il y a des personnes qui veulent apprendre ça pour leur propre développement. Il y en a qui veulent véritablement devenir thérapeutes parce qu'ils sentent cette énergie en eux. Ou est-ce que c'est, parce que ça se peut aussi, pour une quête plus ou moins avouée de ce qui peut ressembler à certains pouvoirs? Voilà. Alors, il faut faire son examen de conscience et savoir que ce ne sont pas nécessairement des études très faciles, dans la mesure où elles demandent beaucoup de constance, beaucoup d'humilité, et puis un travail régulier. C'est pas parce qu'on va se voir, mettons, 10 ou 12 jours par an, qu'on va nécessairement pouvoir devenir thérapeute. Ça suppose aussi qu'entre les sessions où on étudie, on puisse également répéter ce que l'on a appris. C'est pas parce qu'on aura pratiqué sur 3 ans, par exemple, durant 30 jours en commun, que l'on va systématiquement devenir thérapeute. C'est un long apprentissage. On est obligé de revoir un petit peu aussi notre façon de vivre, de considérer l'autre, de considérer le monde. Donc c'est en même temps une école de vie. Alors il faut savoir tout ça, puis savoir qu'il y aura forcément, certainement aussi, des moments de remise en question, des moments de doute, etc. Mais c'est une vraie formation. Alors c'est stimulant, puis en même temps il faut en être conscient.